Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout premier épisode du Seb Show dédié à la 40e saison de Survivor Winners at War. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'acheter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous du vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récentes, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible. Ce qui n'a pas été le cas dernièrement, et vous avez vu qu'il y a eu moins de vidéos. En fait, il n'y en a pas eu du tout depuis le temps des fêtes. Principalement pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez que j'ai quitté pour plusieurs semaines en voyage. J'ai été à l'extérieur énormément. Et donc, il a fallu que j'arrête autant YouTube que Twitch pendant un certain temps. Mais je vais reprendre la cadence et je vous reviens avec mes vidéos là, durant le printemps. Évidemment, durant la saison hivernale, il y a moins de télé-réalité. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé du Cercle. J'ai pas eu la chance de l'écouter. Ça semble être une émission qui a fait jaser beaucoup dans sa conception un peu de télé-réalité à distance, ou ce qu'il faut que tu manipules un peu par le biais d'une télévision ou d'un ordinateur. Là, je pense que ça doit être plus un ordinateur, mais bon, bref. Donc, je vais peut-être y porter une certaine attention ce printemps. Pour l'instant, j'ai pas de vidéo là-dessus. J'étais censé vous faire aussi une vidéo de présentation de la saison 40 de Survivor. J'ai pas eu la chance de le faire, en fait. J'avais commencé, ça n'a pas été un succès comme j'aurais aimé sur le visuel et autres. Il faut que je retravaille ça un petit peu. Moi, peut-être vous faire une vidéo pour compenser ça, pour compenser mon manque à ce niveau-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, je voulais quand même vous en faire un pour vous tenir à jour de ce qui s'est passé parce que la saison 40 a commencé. Donc, aujourd'hui, on va parler des twists de la saison et surtout des joueurs, les bons coups du premier épisode, les mauvais coups du premier épisode, ou du moins les mauvais joueurs, à mon sens, et toutes les autres petites choses. C'est certain que je parlerai pas de toutes, parce que sinon, l'épisode risque de durer 1h30 si j'analysais chaque petite chose. Donc, on va commencer avec les twists. La première twist, l'île d'extinction qui fait son retour. Je vous dirais que je suis pas contre dans une saison comme celle-ci, où tous les joueurs sont des joueurs connus que les gens aiment, qu'on n'a pas besoin de réapprendre à connaître, ou en tout cas majoritairement, la majorité d'entre nous n'a pas besoin d'apprendre des choses sur ces joueurs-là. On les a vus évoluer dans le passé, on les aime ou on les déteste, ou ils nous laissent complètement indifférents. Donc, on n'a pas le même problème qu'on a eu avec Chris il y a 2 saisons de ça, dans la saison 38, où il a gagné puis on le connaissait pas. Et on s'est un peu foutu de sa victoire à la fin. C'était même peut-être décevant dans une certaine mesure. Cette saison-ci, ça peut pas vraiment se produire. Sauf que ça jette du discrédit sur les joueurs qui risquent de revenir en jeu. Les joueurs, je pense, vont avoir le même type de problème que Chris avait ou que n'importe quel autre joueur a eu durant la saison de l'île d'extinction, la saison 38. C'est-à-dire la problématique de devoir se prouver à fond en revenant. Rick Devon avait réussi à faire ça, avait réussi à passer outre le fait d'avoir été éliminé. Chris a réussi à la toute fin à passer par-dessus en éliminant Rick en partie, en utilisant bien ses idoles, en jouant bien sa game rendue à la fin. Dans Winners at War, j'ai plus de difficultés à voir ça se produire. Je pense que ultimement, il faudrait vraiment que ce soit un joueur qui n'a jamais été éliminé de l'histoire de Survivor et qui se fait éliminer cette saison-ci. C'est comme je pourrais dire Sophie pourrait être un exemple, Nick pourrait être un exemple, Wendell, et qu'à leur retour, ils se donnent à fond. Donc, de s'avoir fait éliminer une fois, il y a plusieurs joueurs qui ont déjà été éliminés dans cette saison-ci. On pense à Rob, on pense même à Amber, on pense... il y a plusieurs joueurs comme ça qui ont été éliminés dans d'autres saisons. Et donc, le fait de revenir une fois pourrait
se compenser, je pourrais dire. Sauf que si un joueur comme Rom, qui a été éliminé 3 fois pour gagner la 4e fois, qui là revient encore, il va falloir que Rob se donne à fond la caisse s'il revient dans le jeu pour faire des moves importants, pour avoir un bagage plus important que les autres. Et on s'entend que présentement, les joueurs jouent quand même assez rough. J'ai l'impression, et c'est peut-être une impression erronée, mais j'ai l'impression qu'on ne verra pas un gagnant de l'île d'extinction cette saison-ci. J'ai pas l'impression que les gagnants vont permettre ça. Je pense que les gagnants vont admirer le fait, contrairement à la saison 38, vont admirer le fait d'un joueur qui a réussi à passer au travers de toute la saison sans se faire éliminer. Parce que pas se faire éliminer du tout et se rendre dans les 3 derniers, dans une saison aussi intense que celle-ci, à moins d'avoir été une chèvre, un goat tout le long de la saison, je pense qu'il va y avoir un crédit incroyable qui va être donné à ça, au même titre que quand Sandra avait gagné Heroes versus Villain. Même si elle avait été faible comme joueuse, le fait d'avoir été déjà une gagnante, de n'avoir jamais été éliminée de l'histoire, de se rendre à la fin encore, versus Parvati qui, elle, avait eu 2 chances précédemment, une où ce qu'elle avait perdu, une qu'elle avait gagné. Je pense que ça l'a joué dans la balance. Et c'est un peu le même principe ici. Je pense que si quelqu'un se rend à la fin sans avoir été éliminé, il risque d'avoir beaucoup plus de poids sur la décision à la fin. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une surprise. C'est certain que de voir Rom Mariano revenir de l'île d'extinction s'il se fait éliminer, et tout dominer, ou quelqu'un comme Tony faire des moves incroyables avec des idoles, manipuler les gens ou peu importe, ou Parvati, ça pourrait donner la victoire à cette personne-là en revenant de l'île d'extinction, mais je pense qu'il faut que la personne travaille beaucoup plus, mais vraiment là, une coche vraiment supérieure, pratiquement faire 400% de plus que n'importe quel autre joueur qui peut se rendre à la fin. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça n'arrivera pas. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ça n'arrivera pas cette saison-ci. Deuxième twist, les tokens. Les tokens, je trouve la twist intéressante, mais exactement comme le Ghost Island ou Island of the Idol ou même l'île d'extinction, je trouve que c'est une twist qui est peut-être pas assez hot dans son format actuel ou de la façon qu'il a été emmené. C'est-à-dire que j'aurais préféré avoir beaucoup plus de choses sur une liste demandant des tokens, demandant beaucoup plus de tokens, qu'une liste, une liste aussi limitée que ça te prend juste quelques tokens pour faire quelque chose. Parce que moi, mon concept de ça, c'est que les tokens ne seront pas faciles à acquérir. Et donc, s'ils ne sont pas faciles à acquérir, c'est un peu comme des idoles. Les gens vont y tenir mordicus pour les conserver, puis peut-être avoir quelque chose, mais encore là, si tu restes pogné avec ton token tout seul, tu limites tes possibilités. Tandis que si la liste des privilèges ou des idoles pouvant être achetées était plus exhaustive, mais avec beaucoup plus de tokens demandés, là, à ce moment-là, tu peux jouer énormément sur où les tokens se trouvent. Tu peux en avoir dans des challenges, entre autres. Tu peux jouer avec le système de dire, écoutez, si vous êtes à l'aise de ne pas participer à l'immunité, vous pouvez rester assis sur le banc et gagner 5 tokens. Ou en gagner 10, ou peu importe comme ça. Et là, tu commences à faire le calcul des tokens que tu as versus les tokens que tu n'as pas. Est-ce que tu peux aller te chercher un privilège? Est-ce que tu pourrais aider ton alliance d'une façon ou d'une autre? Et là, tu pourrais échanger tes tokens plus facilement, de te dire, mon allié a besoin de 2 tokens, moi j'en ai déjà 12, j'en ai 10 qui me resteraient si j'en donne 2, et lui aussi va avoir 10, on peut s'acheter un privilège quelconque qui ferait en sorte que c'est tout ça qui a ramené une dynamique vraiment beaucoup plus active des joueurs, en mon sens. Très peu de tokens trouvés,
ne permet pas grand-chose. Encore là, il aurait pu avoir plein de tokens cachés dans la forêt, cachés un petit peu partout. Au contraire des idoles, où que souvent, il y a juste une idole cachée quelque part. Là, il aurait pu avoir une chasse un peu au trésor, même dans l'océan. Comme je disais, dans les challenges, sur l'île d'extinction, plutôt que de voir Nathalie en trouver un, puis c'est comme, ouais, j'ai... Ben, c'était une idole, elle, dans son cas, là, mais c'était en échange d'un token quand même. Il pourrait avoir une sorte d'enchère de privilèges ou autres. Entre autres, comme Nathalie aurait pu trouver une idole, dire, tu peux la conserver, et si tu reviens dans le jeu, tu peux la garder, ou tu peux faire une enchère avec ton idole et choisir des joueurs spécifiques qui peuvent réenchérir jusqu'à temps qu'ils obtiennent l'idole. Ou quelque chose comme ça. Ça leur a emmené un aspect différent. Là, présentement, j'ai l'impression que c'est une bonne twist, mais renfermée un peu dans une prison. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez m'écrire en bas de vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Mais je conserve l'idée que c'est une bonne twist. C'est quelque chose d'intéressant. Mais peut-être pas assez exploité. J'aurais aimé voir vraiment une idole, c'est temps, une annulation d'idole, c'est temps, un steal a vote, voler un vote, c'est temps. Et là, ça aurait pu créer des situations incroyables. Imaginez-vous quelqu'un qui a assez de tokens pour acheter 3 vols de vote, qui est capable de voler 3 votes. T'es en minorité 2 contre 5. Et t'es capable de switcher le vote en ta faveur. Ça serait incroyable. Sincèrement, ça serait des moves de fou qui pourraient se faire avec ça. Mais il n'y a pas cette possibilité-là. Encore là, il aurait pu avoir des privilèges de bouffe, évidemment, mais il aurait pu avoir des privilèges de switcher un joueur de tribu. De dire, écoute, moi, ce joueur-là, je l'ai, je vais le mettre dans la main, je le switch de tribu. De façon anonyme. Ça aurait pu être extraordinaire. Les tokens permettraient ce genre d'apport-là au jeu qui changerait complètement la dynamique sociale et stratégique. Mais là, ils sont comme au balbutiement. Je trouve ça dommage jusqu'à maintenant, mais je comprends qu'ils le mettent en place. Peut-être qu'éventuellement, ça va être plus intense. Présentement, on n'en est pas là. Donc, on a eu, par rapport au token aussi, je pense, la citation qui semblait être la plus, je pourrais dire, qui désignait un peu le plus un gagnant potentiel, et c'est Nick qui le dit en disant que la personne qui va le mieux utiliser les tokens va être la personne qui va gagner à la fin. J'ai pas l'impression que ça s'applique à Nick directement, que c'est comme une façon de dire, oh, c'est Nick qui va être le gagnant. J'ai pas cette impression-là. J'ai plus l'impression on va voir un joueur qui risque d'utiliser ardemment les tokens pour créer certaines situations. Et ça va être cette personne-là sur laquelle il va falloir garder un œil, de dire, oh, ok, cette personne-là peut gagner à la fin. Ou se rendre très loin. Un joueur d'impact qui va utiliser les tokens. Je pense que la production a quand même mis cette phrase-là pour une raison, c'est qu'un joueur qui va utiliser cette twist-là à son avantage et grandement. Je pourrais dire que je voyais, on a vu Nathalie qui a envoyé l'idole, entre autres, à Sandra avec son token, qui a donné son deuxième token aussi à Jérémy. Et le token donné à Jérémy était bon, en mon sens, dans le sens que ça raffermit l'alliance qu'elle a avec lui. Ça donne aussi une possibilité à Jérémy de survivre. C'était une alliance extrêmement forte, Nathalie et Jérémy. On va y revenir un peu après. Mais je trouve que l'utilisation de l'idole a été mal jouée par Nathalie. Dans le sens que, parce que je fais un peu référence aux commentaires de Nick, le fait d'acquérir ce token-là, oui, c'est intéressant, mais je pense que l'utilisation du token par rapport à Sandra pour cette immunité-là était mal jouée. Je suppose que Nathalie a pensé que Sandra était celle qui était le plus en danger. Je pense que c'est comme ça qu'elle l'a analysé. Je suppose que c'est comme ça qu'elle l'a analysé. Par contre, Sandra n'est pas le genre à provoquer des choses, des coups d'éclat incroyables. Si tu veux créer le chaos,
ce que Nathalie aurait dû vouloir créer. C'est-à-dire essayer de créer une situation où ce que la donne change énormément. Moi, j'aurais envoyé l'idole à Tony. Tony aurait payé le token pour obtenir l'idole, on s'entend, là, ça c'est sûr à 100%. Et c'est sûr à 100% que Tony l'aurait utilisé pour créer de la merde comme ça aurait pas eu de bon sens. L'envoyer à Sandra, Sandra risque de se coucher dessus. Des fois que peut-être elle soit en danger, là, elle va l'utiliser. Mais si elle ressent pas le besoin de l'utiliser, elle l'utilisera pas. Tony, de son côté, aurait probablement utilisé l'idole juste pour l'utiliser. Et il s'en serait vanté, il aurait essayé de faire chier tout le monde avec son idole, et ça aurait créé quelque chose d'extraordinaire, en mon sens. Si stratégiquement, ça n'aurait rien changé, en tout cas, pour nous, les téléspectateurs, probablement que Tony aurait fait quelque chose d'extraordinaire avec cette idole-là. J'ai cette impression-là. Donc, je vous parlais, dans le fond, on va parler un peu des deux éliminés maintenant. Nathalie. Nathalie, c'est... Puis, je veux faire une rétrospective de ce que je voulais vous dire un peu dans les vidéos de présentation, de comment que j'envisageais la saison. Évidemment, j'avais pas de renseignements par rapport à qui allait être éliminé ou autre. Ma vision de ce que j'espérais, c'était que la saison se déroule un peu comme Big Brother All-Star et non pas comme Survivor All-Star. Pour les gens qui s'en souviennent, le premier All-Star de Survivor, les meilleurs joueurs, les joueurs les plus épiques ont été pratiquement systématiquement éliminés, un après l'autre, au début. Et on s'est retrouvé avec un merge extrêmement faible. Sérieusement, le merge de Survivor All-Star était très, très faible. Si on exclut Lex et Cathy, puis ils ont été éliminés les deux premiers dans le merge, tous les autres joueurs n'avaient pas réellement de légitimité logique en arrière de ça. Et il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais Rob était hot, on le prend en rétrospective, Amber a gagné. » Mais la majorité de ces joueurs-là sont des choix de remplacement parce que de meilleurs joueurs n'ont pas pu participer à Survivor All-Star. Je m'explique. Amber a été ajoutée un peu à la dernière minute parce que Elisabeth de la saison 2 ne voulait pas participer. Amber n'a jamais été le premier choix de la production, n'a jamais été un choix là, une assurance de dire oui, on veut Amber. Ils sont allés la chercher parce que dans la saison 2, il manquait. Elisabeth était vue un peu comme une sweetheart, comme une bonne fille, et ils ont essayé d'aller caster une fille qui était similaire dans sa forme. Amber avait pas d'affaire à Survivor All-Star, même si elle l'a gagné. Rob Mariano avait pas été si fort que ça dans sa première saison. Quand on pense à Survivor Marquesas, il a été éliminé 10e. Là. Il a terminé en 10e position. Il a été éliminé parce qu'il a été épais, sincèrement. Il n'a pas été bon dans sa première... le pre-merge, il l'a dominé, mais sa tribu était mauvaise. Il perdait énormément de challenges versus la tribu des Rutu. Eux autres, Rob était dans les Maramu. Rob était un choix de seconde zone parce que Brian et Dick de la saison 5 a refusé de participer à Survivor All-Star. En fait, il a demandé d'avoir plus d'argent. C'est ce que Brian et Dick avaient fait à l'époque. Mais c'était Brian et Dick qui était le choix par excellence. Et quand Brian a dit non, ils sont allés chercher un joueur qui était dans le même moule, on pourrait dire, dans la même pensée que Brian et Dick. Ils sont allés chercher Rob Mariano pour le remplacer. Jenna, qui a terminé 3e dans Survivor All-Star, était elle aussi un choix de remplacement. À la base, c'était Colleen qui était censé, de la saison 1, qui était censé être là. Et Colleen a refusé aussi de participer à Survivor All-Star. Et évidemment, ils sont allés chercher encore là une joueuse qui était similaire à Colleen dans sa façon d'être. Bref, ce que je veux dire avec ça, c'est que malheureusement, le premier All-Star, ça a été beaucoup des choix de combler des trous qui
se sont trouvés en finale. Ils se sont trouvés vers la fin. On pense même à Xian. Xian était peut-être moins une participante boucher des trous, mais ça en était une un peu pareille. On pense à Alyssa de la saison 2. Rupert a été une addition de dernière minute. Mais c'était pas des joueurs d'impact en tant que tels. Mais c'est tous eux qui se sont trouvés à la fin parce que les gros joueurs se sont tous entremangés dès le début. Colby qui est allé contre Richard Hatch. Mariano qui est allé contre Rob Cesternino. Le départ de Jenna Moresca. Rudy, Tina, qui ont tous été éliminés au début de Survivor All-Star. Donc, est-ce que je voulais revoir ça se produire? La réponse est non. Parce que même si c'est tous des gagnants dans cette saison-ci, ça reste quand même qu'il y a des gagnants extrêmement forts et il y a des gagnants quand même assez faibles. Il y a des gagnants qui ont gagné, je vous dirais, par... J'aimerais pas utiliser le terme lock, mais qui n'ont pas gagné de façon nécessairement totalement légitime ou du moins qui ont gagné pas nécessairement parce qu'eux étaient bons, mais parce que ceux contre qui ils étaient mauvais. Je le vois un peu comme ça. Donc, moi, je voulais que cette saison-ci, ça soit un peu plus comme Big Brother All-Star, mais pas totalement. C'est-à-dire que Big Brother All-Star a fait quelque chose de bien, les joueurs ont fait quelque chose de bien. C'est-à-dire que, au lieu de s'éliminer les plus gros joueurs au début, les Sovereign Six principalement, donc la saison 6 de Big Brother, donc on parle de Janelle, Kaser, on pense à James, Howie, en sont venus à une conclusion de dire si on élimine des gros joueurs, ben on va devenir les gros joueurs. Et cette mentalité-là était partagée aussi par Will Kirby, qui était le mastermind, on pourrait dire, de cette saison-là, et de la saison 2 aussi. Et les gros joueurs ont décidé de rester beaucoup plus ensemble et d'éliminer les joueurs de milieu de plateau. Beaucoup plus. Les joueurs qui étaient là, mais c'était pas nécessairement des grands joueurs. C'était des joueurs qui avaient peut-être fait une chose de bien dans leur saison, mais tu sais, qui sont là, encore là, comme... Ouais, mais c'est pas des grands joueurs. Et c'est là qu'on a vu l'élimination de Nakomis, de Diane, d'Allison. On a vu beaucoup d'éliminations de joueurs plus faibles. Et ça l'a permis d'avoir une saison incroyable jusque dans les 4 derniers. En mon sens, on était à un cheveu d'avoir la meilleure finale de télé-réalité ever, c'est-à-dire Will contre Janelle dans Big Brother All-Star. Je pense que Will gagnait. À 90% de chance, Will gagnait. Je pense que ça aurait été la consécration de cette saison-là. Ça aurait été extraordinaire de voir ça se produire. Mais malheureusement, de tous les joueurs plus faibles éliminés au début du jeu, il y en est resté 2. Et c'était Mike Boogie et c'était... j'ai Elisa dans ma tête, mais c'est pas ça, c'est Erika. Donc, on a été pognés. Les deux plus faibles qui ont survécu jusque-là se sont rendus en finale. Will a terminé 4e, Janelle en 3e. Ça a été une déception monumentale. Mais je préférais ce modèle-là que le modèle de Survivor All-Star. Et donc, j'espérais que ça soit ça qui se produise. Et jusqu'à maintenant, après le premier épisode, j'ai l'impression que c'est là-dessus qu'on s'enligne, que les gros joueurs vont rester ensemble. On a vu Rob être proche de Parvati. On a vu Sandra travailler un peu plus de son bord, essayer de s'en sortir. Et j'ai l'impression que... Puis Sandra avec Tony, entre autres. J'ai l'impression que les gros joueurs le savent, qu'ils ont besoin de d'autres gros joueurs avec eux pour survivre, pour se rendre plus loin. Ces gros joueurs-là se rendent compte de dire si je les élimine tous, Sandra éliminer Tony, c'est pas gagnant pour elle à court terme. Parce que automatiquement, elle va devenir la cible la plus grosse. Tony a le même sentiment. Et c'était un peu le sentiment que j'avais eu, si vous vous souvenez, dans le Story 6, quand je m'étais assis avec Mathieu Baron et j'avais dit écoute, tu devrais pas essayer de m'éliminer, puis je devrais pas essayer de t'éliminer. Parce que logiquement, dès qu'il y en a un de nous deux qui part, l'autre va partir tout de suite après. Ça, c'est avant toute l'histoire de
que les votes ont changé et que le public pouvait voter et là, ça a changé un peu la dynamique. Mais la mentalité était quand même là de dire faut qu'on essaye de se baquer le cul. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'avais essayé de protéger Mathieu Casse la première semaine. Parce que d'éliminer des gros joueurs au début, ça te met encore une cible beaucoup plus grosse dans ton dos. Et c'était ce qui était arrivé à Survivor All-Star. Et c'était l'erreur que à Big Brother All-Star, les gros joueurs avaient pas faite. Et donc, avec le premier épisode, on a l'impression que les gros joueurs ont appris un peu de ça et se rendent compte de l'importance de d'autres gros joueurs autour d'eux. Donc, on en arrive à Nathalie. Nathalie, c'est une joueuse que je considère qui est pas mauvaise. Ça n'a jamais été une mauvaise gagnante ou une gagnante faible. En mon sens, elle a fait des bons moves stratégiques. Elle a fait des bonnes choses dans sa saison. Mais c'était pas vraiment une joueuse de premier plan comme Rob, comme Sandra peut l'être. Même Sandra, des fois, il y a des gens qui la placent vraiment très haut parce qu'elle a gagné 2 fois. Moi, je la place toujours un peu plus bas que, exemple, Tony ou même Rob, parce que c'est une joueuse moins d'impact, moins le fun à regarder jouer. Nathalie, le problème de sa saison d'origine, c'est qu'elle a bénéficié du fait qu'elle jouait dans une tribu, sa sœur jouait dans l'autre tribu et que sa sœur a été éliminée en premier. Le fait que ça se soit produit a enlevé une cible gigantesque qui pouvait être sur Nathalie. Parce que les gens ont essayé après ça de casser les couples, de casser les familles, de casser les gens qui avaient quelqu'un d'autre dans l'autre tribu. Et pendant ce temps-là, Nathalie était tout seule dans son coin, il n'y avait rien nécessairement qui pouvait l'atteindre. Ensuite de ça, Jeremy Collin, qui joue avec elle cette saison-ci, a servi de bouclier pour elle et c'est lui qui a mangé le coup stratégiquement et elle s'est retrouvée comme toute seule. Elle a eu cette chance-là, puis elle n'a pas essayé nécessairement de se cacher derrière Jeremy Collin. C'était pas fait de façon stratégique à ce moment-là. Elle l'a fait, puis elle a été frustrée de l'élimination de Jeremy. Parce que son allié était parti, puis elle s'est vengée, puis oui, ça l'a tourné en sa faveur. Elle a été capable de faire des bons moves par après ça, mais je vous dirais, c'était pas une joueuse une joueuse grandiose, c'était une joueuse de milieu de plateau. Et son élimination m'a pas vraiment surpris, quoique après la première compétition, j'étais sûr, je me disais, oh my god, elle se donne à fond, ils vont peut-être vouloir la garder simplement parce que physiquement, elle a l'air de vouloir se donner pour sa tribu. Donc, comparé à d'autres joueuses, Nathalie était vraiment ultra présente lors de la première compétition. Et personnellement, j'aurais peut-être donné une chance à cause de ça. J'aurais peut-être été plus... Moi, personnellement, j'aurais peut-être été plus vers Adam ou Denise. Malheureusement pour eux autres, j'aurais peut-être penché un peu plus dans cette mentalité-là. Parce que justement, j'aurais vu Jérémy et Nathalie proches l'un de l'autre et je me serais dit, c'est un beau bouclier pour moi aussi. Là. C'est un power couple, même s'ils n'ont pas un couple, mais c'est un power couple de jeu qui vont toujours avoir une cible dans le dos, exactement comme Rob et Amber. Et donc, de ce côté-là, stratégiquement, j'aurais aimé ça les garder. Fait que, mais Nathalie n'a pas nécessairement bien joué. Elle aurait dû essayer autre chose comme stratégie. Ça n'a pas bien fonctionné pour elle. C'est plate à dire, je la vois pas revenir dans le jeu. Son histoire a été faible pour un premier épisode et une personne qui potentiellement pourrait revenir dans le jeu. Il manque de quoi. Quand il y a eu l'île d'extinction par rapport à Rick Devon, il y a eu beaucoup d'histoires qui ont été bâties autour de Rick Devon précédemment à son retour. Chris, moins. Peut-être que Nathalie peut être un Chris, mais je trouve qu'il manque de quoi. Et j'ai plus l'impression que Nathalie peut devenir une alliée de Jeremy Collin, peut avoir un impact sur la game de Jeremy Collin parce que lui va jouer probablement très rough à long terme. Il risque de faire des moves, il risque de faire des choses, de provoquer des choses.
Et Nathalie va peut-être lui donner les outils pour que ça arrive. Mais je pense pas qu'elle va revenir dans le jeu. On a ensuite Amber. Amber, encore là, en mon sens, c'était la gagnante la plus faible de la gang. C'est plate à dire, ou une des plus faibles en tout cas. J'ai jamais respecté Amber en tant que gagnante de Survivor. C'est-à-dire que Amber, dans sa saison d'origine Australia Outback, elle a rien fait. On s'entend là, elle a été cute, elle était super cute, mais elle a rien fait. Dans Survivor All-Star, elle a rien fait. Rob a tout fait dans Survivor All-Star. Qu'on l'aime, qu'on le déteste, il faut lui donner le crédit. Rob a dominé Survivor All-Star pour différentes raisons. Là. Il n'était pas vu comme une menace. Il y avait beaucoup d'amis de joueurs comme Lex, comme Cathy à l'extérieur du jeu. Il a utilisé ces amitiés-là pour éliminer certaines personnes, pour se rendre plus loin dans le jeu. Mais toutes les moves ont été faites par Rob. Amber a pas fait grand-chose. Il y a des gens qui disent Amber a réussi à survivre dans une tribu où elle était minoritaire parce qu'elle a été switchée. Encore là, en mon sens, non. Rob a fait l'alliance avec Lex et Cathy de dire prenez soin d'elle, moi je vais prendre soin de vous autres. Et c'est ça qui a fait pencher la balance de Lex et Cathy d'éliminer Jerry au-dessus de Amber. Mais Amber était brûlée raide, là. Puis même à ça, tout a été l'œuvre de Rob. Et la raison pourquoi Amber a gagné au final dans l'All-Star, c'est parce que Rob était beaucoup plus détesté qu'elle. C'était... Amber perdait contre n'importe qui à part Rob. Puis même perdre, de gagner contre Rob, j'ai trouvé ça spécial. Mais c'est parce qu'il y a vraiment des gens qui avaient leurs sentiments profonds blessés dans leur All-Star de Survivor. Ils se sentaient pas juste éliminés. Puis ça, je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos de d'autres téléréalités. Les gens se sentaient humiliés par Rob. Et ça, c'est un sentiment qui, malheureusement, quand on pense à Tom, Alex, à Cathy, c'est des gens qui se sont sentis humiliés par rapport à Rob. Et c'est ce qui a fait en sorte que Rob n'a pas gagné. Parce qu'on s'entend, je pense que si ma mémoire est bonne, c'est un vote de 4 contre 3 quand même. Et si on avait eu un vote où tout le pré-jury, ceux qui avaient été éliminés dans le pre-merge, avaient voté, Rob gagnait de façon quasi... pas nécessairement quasi unanime, mais c'était pas loin. Amber a toujours été une joueuse extrêmement faible et j'ai toujours été content qu'elle ne revienne pas. Et le fait qu'elle se fasse éliminer aussi vite me fait plaisir. Parce qu'en mon sens, Amber a aucune chance de revenir dans le jeu. Même au contraire, j'ai l'impression que s'il y a un joueur qui va quitter l'île d'extinction, ça va être Amber. Ça va être elle, parce que c'est une joueuse faible. C'est une joueuse extrêmement faible. Rob l'a emmenée en finale à Survivor All-Star. Rob a tout fait pour la protéger. Il s'est donné à fond la caisse. C'est pour ça qu'elle a gagné. Et juste à cause de ça. Elle aurait perdu contre Jenna de la saison 1. Sérieusement, là, Jenna de la saison 1 pouvait gagner contre elle. Jenna qui a rien crissé elle non plus. Fait que la voir se perdre, je pense que ça ramène à la réalité de dire c'était une joueuse faible, elle n'était pas capable de s'adapter, elle n'a jamais été capable vraiment de s'adapter. Le seul bon coup qu'elle a fait, c'est de se coller à Rob dans le All-Star. Le fait de se faire éliminer deuxième, c'est bon. La satisfaction de l'avoir éliminé deuxième est là. Et je pense que oui, elle va céder puis elle va partir de l'île d'extinction. La question est de savoir quand. C'est-à-dire que présentement, elle est un peu dans une situation comme Nathalie. Elle est dans une situation où elle peut aider Rob. Tant aussi longtemps qu'elle peut aider Rob, je pense que Amber va endurer. Je pense qu'Amber va rester sur l'extinction. Advenant que Rob se fasse éliminer, j'ai l'impression que là, à ce moment-là, Amber va quitter parce qu'elle ne verra pas je pourrais dire, l'apport de sa présence sur l'île. Elle va préférer que Rob continue la game que elle continue. Parce qu'elle n'est pas capable. Elle va vouloir retourner voir ses enfants, elle va vouloir retourner dans sa vie.
Et je pense que c'est ce qui va arriver éventuellement dans le jeu. Donc, ça, c'est les deux premiers éliminés. Je pense que ni un ni l'autre vont revenir dans le jeu, mais c'est sûr que Natalia a plus de chance qu'Amber. Amber, je pense que c'est zéro pinball. Il n'y a aucune chance, il n'y a aucune compétition qu'Amber peut gagner. Logiquement, là, en mon sens, contre les joueurs contre qui elle risque d'être, je vois pas ça possible. Et je pense pas qu'elle va avoir l'envie de les gagner. Donc, on va maintenant parler un peu des plus et des moins. Ça fait longtemps que... C'est une vidéo déjà de 35 minutes, je pense qu'on va se rendre au moins à 50. Donc, les moins... Ben. Quelle déception dans ce premier épisode-là. Pas parce qu'il n'a pas participé à des choses, pas parce qu'il était dans plein de situations, mais my God, qu'il était faible dans ces situations-là. Ben, je veux dire, il était tellement hot dans la saison 35. Il a tellement été dominant, il a tellement provoqué des choses dans la saison 35. Et là, on dirait un amateur qui est entouré de l'élite. Dans la saison 35, l'une des règles que Ben disait, c'est faut pas que tu parles, faut pas que tu dévoiles rien. Dans la saison 35, il a dominé le fait de jamais se vanter de ses idoles, de toujours cacher ses plans, ses idées, de bien manœuvrer, d'avoir une bonne conception du jeu, d'avoir... La première chose qui arrive, il est pas capable, il s'ouvre la trappe. Il s'ouvre la trappe par rapport à Rob, par rapport à ce que Danny a fait de ci, de ça. Et le pire, c'est que ça lui a nuit, parce que le fait de s'ouvrir de la sorte a quand même mis le doute dans la tête de Rob par rapport à lui. Et a quand même fait en sorte que Rob s'est rapproché de Danny, qui a fait en sorte qu'il y a eu une alliance qui s'est formée des anciens joueurs avec Ethan puis avec Parvati. Ben, qu'est-ce que tu fous? Toutes les règles, toutes les choses que tu respectais tant dans ta saison d'origine qui t'ont permis de te rendre à la fin, qui t'ont permis de gagner, t'as tout sacré ça par la fenêtre, one shot, et tu joues comme un amateur. Reprends-toi, t'es un joueur qui est censé être milieu de plateau supérieur. T'es censé être capable de donner du jus à une saison comme celle-ci, et t'en donnes. Mais compte-toi. Ben, c'est une déception dans ce premier épisode-là. Puis, le pire, c'est qu'on l'a vu dans une de ces séances où il se confessait. Il s'en rend compte. Par contre, il est rendu au stade de faire comme, man, j'ai tellement été dominé par Rob, j'ai tellement... Puis il faut qu'il se ressaisisse parce que c'est un joueur qui peut provoquer et c'est un joueur qui peut gagner à la fin. Je pense pas. Je pense qu'il a l'air trop subjugué par les gens qui l'entourent. Je pense que le fait que les gens ont toujours enlevé de la légitimité à sa victoire à cause du fait que les règles ont changé rendu dans les 4 derniers qui ont permis de se rendre dans les 3 derniers. Je pense qu'il ressent trop de pression, puis il essaie trop de faire des choses, il se lance d'un bord puis de l'autre, puis je pense que ça le tue complètement stratégiquement. Je pense que sa stratégie est à zéro présentement. J'ai hâte de voir comment que ça va aller. Il peut se reprendre. Il peut revenir de l'arrière. Parce que dans sa saison, il a évolué tellement fort que rendu à peu près dans les 6-7 derniers, tout le monde voulait le voter out parce qu'il était rendu trop fort. Là, présentement, on dirait que le monde va le voter out parce qu'il est trop faible. C'est quasiment comme ça qu'on le voit, qu'on le perçoit. C'est triste à voir pour un joueur de cette trempe-là. Et deuxième grosse déception, my God, et ça c'est de la déception. Kim, probablement l'une des 3 meilleures joueuses de l'histoire de Survivor, qui a l'air complètement dans le champ présentement, qui se rend compte qu'il est dans le champ, puis elle le dit, j'ai tellement dominé ma première saison, là je me rends compte à quel point et elle n'est pas capable de s'adapter. Elle a réussi à survivre de peine et de misère contre Amber, que tout le monde voulait sortir à cause qu'ils veulent atteindre Rob. Kim est pas là stratégiquement. Quand on regarde la stratégie de Kim, de comment qu'elle a joué dans ses premiers épisodes, dans le premier épisode, versus Parvati, qui est en train de complètement
je pourrais dire, endormir les gens de cette tribu qui est comme... Il y a personne qui parle d'éliminer Parvati. Je veux dire, c'est Parvati. Je veux dire, tu peux pas avoir joueuse plus puissante que Parvati. Puis c'est comme, Parvati, Rob, pas de problème. Les gens les ont complètement oubliés. Kim, elle, pas en tout. Et c'est... Elle réussit pas à s'adapter. Elle réussit pas à convaincre. Elle réussit pas à s'intégrer. Je veux dire, dans sa saison d'origine... Il y a juste eu un joueur qui a voulu la sortir durant toute la saison, puis ça a été Tryzan. Tryzan voyait à quel point qu'elle était puissante. Toutes les autres étaient endormies complètement, puis la suivaient comme c'était une leader de culte. Et cette saison-ci, là, déception totale, elle est pas là. Pas capable de s'adapter, pas capable de faire vraiment d'alliance. On ne l'a pas vu interagir vraiment à part avec Ember puis Tyson à cause de son alliance poker, qu'on pourrait dire, qui se sont rapprochés. Mais il n'y a rien d'autre par rapport à elle. Il n'y a aucune stratégie qui a l'air d'avoir sorti de ça. Et j'ai hâte de voir si ça va être capable de s'adapter. Parce que Kim est censée avoir le pouvoir de s'adapter. Elle l'a fait quand même dans sa saison d'origine. Elle a été capable de jouer sur plusieurs tableaux, plusieurs alliances, à monter les alliances les uns contre les autres. Et où cette Kim-là? En tout cas, pour moi, très très grosse déception parce que c'est censé être une joueuse de premier plan. C'est un peu comme, je vais prendre l'exemple de Big Brother All-Star. Si Janelle était arrivée au Big Brother All-Star, puis c'était assis, puis c'est comme, ouais, ben, moi je fais rien. Tout le monde aurait été déçu. Mais non, ce qu'on a vu de Janelle est arrivée, est allée à la guerre, a gagné des compétitions, elle essayait de se rendre plus loin, elle essayait de faire de la stratégie, elle s'est rapprochée de Will, elle a fortifié ses alliances, elle a fait beaucoup de choses. Bon, on s'attend à la même chose de Kim. Et présentement, il n'y a absolument rien. Parvati le fait de son côté. Je dis pas que c'est parfait du côté de Parvati, mais elle l'a fait. Kim est pas là pantoute. Et je pense que si Amber avait pas été dans cette tribu, c'est bien de valeur. Kim se faisait éliminer all the way. Peut-être Tyson, mais je pense que Kim aurait été éliminé assez facilement. Pour les plus maintenant, bien évidemment, Rob, Parvati, mais surtout Rom. Rom, ce que j'aime de ce que je vois présentement de Rom, il sait qu'il va être éliminé. Je pense que Rob est pas con. Il sait que tout le monde va vouloir le sortir à un moment donné. Il ne peut pas stratégiquement se rendre à la fin. Je pense pas. Je serais surpris. Malgré tout, il se donne à fond. Je veux dire, on l'a vu dans les compétitions. Le gars, là, il a vieilli, là, il a pris... Tu sais, je veux dire, il a quasiment 20 ans de plus que la première fois qu'il a joué. Il est rendu avec des cheveux gris, il est rendu avec une bedaine. Fuck that! Le gars, il arrive là comme si c'était une bête de v'là 20 ans, là. T'sais, on le voyait quand il pitchait les filles par-dessus quand il pitchait le monde par-dessus le cylindre dans la deuxième compétition, quand il arrivait puis qu'il se donnait à fond dans toutes les autres compétitions, stratégiquement, il parle au monde, comment il a écrasé Ben dans sa conversation, comme si c'était un amateur complet, comment il a été capable de rallier les gens, comment il s'est rapproché de Parvati. Le gars, il essaye. Et je pense que Rob a cette stratégie que je vous parlais un peu tantôt, c'est-à-dire, dans sa tête, c'est je me rendrai pas à la fin sans me faire éliminer. C'est sûr qu'on va m'éliminer à un moment donné. Je pourrais pas survivre jusqu'à la fin sans me faire éliminer, c'est quasiment impossible. Donc, je vais tout donner tout de suite. Quand je vais me faire éliminer, je vais aller sur l'île d'extinction, je vais revenir dans les 6 derniers, puis je vais avoir juste 2-3 immunités à gagner. Je pense que c'est comme ça que Rob le voit. Puis à ce moment-là, ben, le monde va respecter quand même que pendant tout le pre-merge, tout le temps qu'il a été capable, il a tout donné. Il a essayé de faire gagner son équipe. Il a porté sur ses épaules son équipe. Je pense que c'est la vision que Rob doit en avoir. Je pense. Mais c'est le fun à avoir. C'est exactement, je reviens avec Big Brother All-Star, comment que Will et Janelle se sont donnés à fond malgré qu'ils étaient les cibles dès le début. Et ça a été à leurs avantages. Je veux dire, Will et Janelle ont réussi à se rendre dans les 4 derniers sans même, je pourrais dire, passer proche de se faire éliminer pour différentes raisons. Janelle, c'était souvent avec des compétitions qu'elle gagnait. Will, c'était vraiment l'aspect stratégique qui permettait de se rendre plus loin.
Mais je pense que Rob a un peu cette mentalité-là de se donner à fond et c'est le fun à voir. C'est le fun de voir un joueur qui est dans la game puis de dire OK, j'y vais all-in. Peu importe ce que. Parce qu'il y a des joueurs qui sont vus comme des grosses menaces puis ils se tempèrent. Ils reculent puis je veux pas trop en donner. Pour pas que les gens me voient comme une menace ou autre. Et je pense que ça peut être bon pour certains types de joueurs, mais ça apporterait rien à Rob. Absolument rien. Je veux dire, même si Rob essayait pas de gagner compétition ou jasait pas trop au monde, c'est Rob. Le monde va vouloir le sortir tout de suite. Fait que Rob, tout ce qu'il a fait est bon. L'erreur qu'il a faite, c'est l'histoire avec Sandra. Quand Sandra il en a parlé durant la saison 39 et que Rob il a pas dit qu'elle allait participer à la saison 40, peut-être qu'à cette époque-là, Rob voulait pas participer. Ça se peut. Je pense pas. Je pense qu'il le savait déjà. Et de ne pas l'avoir dit à Sandra, c'était une belle stratégie quand même que Rob aurait pu emmener, qui aurait pu fortifier une alliance avec Sandra directement durant la saison 39. Arrivé à la saison 40, Sandra aurait eu le sentiment que Rob pouvait vouloir travailler avec elle et Sandra aurait probablement protégé Amber. Et le fait qu'elle n'ait pas fait ce move-là va peut-être le tuer dans la game beaucoup plus facilement. Ou en tout cas, a définitivement tué Amber de la game. C'est terminé pour elle. Peut-être que Amber va pouvoir amener des éléments à Rob stratégiquement par rapport à l'île d'extinction. Ça reste à voir. Peut-être que ça va être avantageux de ce côté-là. Mais ça a été le mauvais move de Rob. Je pense que je peux comprendre pourquoi il l'a pas fait. Mais quand même, c'était pas la meilleure stratégie. Puis on l'a senti directement dans le premier épisode. Ça a été un élément qui est revenu beaucoup. La frustration de Sandra par rapport à cette situation-là. L'autre plus, puis ça, je peux vous le dire, ça m'a surpris au plus haut point. Yule. Pour ceux qui connaissent un peu mon bagage de Survivor, j'ai toujours considéré que Yule était un gagnant qui était pas légitime, qui était illégitime. Dans le sens que pour moi, à Cook Island, Ozzy méritait de gagner. Et je vais expliquer mon point par rapport à ça. Pour vous remettre en contexte, pour ceux qui n'ont pas suivi Cook Island, Yule a réussi à obtenir une immunité à l'époque. Une immunité que tu pouvais jouer après le vote. Donc, peu importe à quel moment que tu allais voter Yule out, il pouvait utiliser son idole et canceller tous les votes qu'il voulait et évidemment se sauver le cul et éliminer quelqu'un d'autre par le fait même. C'était dans les toutes premières saisons des idoles. Quand on pense que la première idole, vraiment, ça a été au Guatemala, saison 10, et je pense que Cook Island, c'était saison 13. Il n'y avait pas eu encore la grosse affaire, puis je pense que saison 11... Non, c'était pas saison 10, parce que saison 10, c'était Polar. C'était saison 11, Guatemala. Je pense qu'il y a eu Exile Island, saison 12. Là, j'ai comme des blancs un peu. Là. La journée a été longue. Mais en tout cas, bref, c'était une des premières saisons. Donc, la stratégie autour des idoles n'avait pas été vraiment encore développée. De dire, on divise le vote, on fait ci, on fait ça. On n'en était pas là encore stratégiquement dans le jeu qu'on connaît aujourd'hui. Donc, les joueurs à l'époque ont tous eu peur de voter contre Yule parce qu'ils ne savaient jamais comment Yule allait voter. Et Yule a été capable de voguer sur cette idole-là. Le vrai problème est que Yule, son idole était bonne jusque dans les 4 derniers. C'est-à-dire que même rendu dans les 4 derniers, il pouvait encore l'utiliser. Et c'était un top 3. Donc, Yule a été capable de voguer jusque dans les 3 derniers sans jamais avoir de danger sur lui parce qu'il avait toujours son idole dans les poches. Et il a été en finale grâce à cette idole-là. Parce qu'on s'entend que rendu dans les 4 derniers, là, Ozzy gagne l'immunité. Yule, c'est terminé. Là. Si on prend juste cet aspect-là des 4 derniers, Yule se faisait éliminer dans les 4 derniers de Cook Island.
Mais l'idole a fait en sorte que Yule a survécu et il y a beaucoup de gens qui sont pour Yule parce que Yule a quand même été un joueur stratégique, le fun à regarder d'une certaine façon dans Cook Island. Mais il y a toujours une illégitimité de sa victoire à cause de la maudite idole qui, à l'époque, avait été instaurée, qui, en mon sens, faisait aucun sens. Mais c'était les balbutiements de l'idole, il cherchait encore par rapport à l'idole, puis bon, ça a donné le résultat que ça a donné. Et je pense que pendant quelques saisons après ça, il n'y a même plus d'idole, parce que justement, l'idole de Yule avait fait chier ben du monde. On peut résumer ça de même. Euh, fait que Yule arrive un peu avec une illégitimité par rapport à sa victoire, et j'avais l'impression que Yule allait rester un peu plus en arrière, laisser les gros joueurs jouer, puis stratégiquement allait s'intégrer tranquillement, pas vite. Ben non! Yule est arrivé, puis on dirait que la première chose qu'il s'est dit, c'est écoute, il faut que je me prouve, j'y vais all-in. Puis là, stratégiquement, là, on a vu toute son analyse, les trucs de partie de poker, de Tyson avec Kim, avec Rob. Lui, il avait tout saisi ça, il avait déjà tout analysé ça. Il sait exactement les liens que chaque joueur a entre eux. Il s'est préparé, le gars. Là. Il a pensé à son affaire avant d'arriver dans cette saison-ci. Il va all-in côté attaque. Il prend le lead par rapport à son équipe. Il s'est rapproché de Sophie, qui est une joueuse très faible. Je veux dire, Yule se présentant en finale contre Sophie, il gagne. Je veux dire, Sophie, c'est pas une grosse joueuse non plus. C'est une joueuse encore là de milieu de plateau. Euh, ça m'a surpris. Parce qu'on a vu une autre joueuse qui est un peu dans, je pourrais dire, pas nécessairement dans une situation similaire, ça serait pas vrai, mais un peu Michel. Michel, elle a resté foirée, puis elle a rien fait. Elle s'est collée à des alliances, puis c'est tout. Yule, il va à l'attaque. Il essaye de prouver son point, au point où ce que, avec ce qu'il a fait dans le premier épisode, s'il continue d'être sur une lancée comme ça, puis qu'il continue d'essayer de contrôler le jeu comme il le fait de façon stratégique, mais intelligente et posée, je vais recommencer à remettre en question ma vision de Yule dans Cook Island et de toute sa stratégie de peut-être que finalement il a très bien joué ses cartes par rapport, oui, à l'idole, mais par rapport à juste son jeu social. En mon sens, je démords pas de mon point que Ozzy méritait de gagner pareil, mais reste quand même que je vais peut-être avoir plus de respect sur la stratégie du Yule dans Cook Island. Euh, il a quand même convaincu Jonathan Penner d'éliminer Parvati, ce qui n'était pas rien non plus à l'époque. Parvati était quand même une joueuse d'impact, même dans Cook Island, dans sa première saison. Et c'était Yule qui a réussi à faire ce shift-là de Jonathan Penner, d'éliminer toute sa tribu d'origine. Fait il faut quand même y donner du crédit, mais je ne pensais pas le voir comme ça. Moi, je pensais vraiment que Yule, ça allait être un joueur qu'on allait probablement même pas voir un seul confessionnal. Et je considère que dans la première heure de la saison 40, Yule a complètement dominé. Et, sincèrement, ça m'a donné cette impression-là. Donc, gros plus pour Yule, j'ai hâte de voir le type de joueur qui va être le reste de la saison. Sinon, dans les autres, bien évidemment, Parvati, j'adore ce que je vois. Parvati essaie de s'adapter, réussit à parler, les conversations de maman, les choses comme ça. Je pense que c'est extrêmement fort pour elle. Le point négatif pour elle, elle peut plus cruiser. Donc, elle peut plus faire aller son charme comme elle le faisait dans le passé. Faut dire que la puissance de Parvati était un peu son côté d'adaptation face aux autres et son charme. C'était du 50-50. Maintenant, elle a perdu comme un peu, je vous dirais, 50% du charme qu'elle utilisait sur les gars et de sa sociabilité qu'elle utilisait avec les filles. Et là, il faut qu'elle compense avec sa sociabilité plus à long terme. J'ai l'impression que Parvati peut se rendre au merge, surprenamment, mais j'ai l'impression qu'il va y en manquer un bout. Je pense qu'il peut y en manquer, mais j'ai hâte de voir, sincèrement, j'ai hâte de voir comment elle va jouer la game jusqu'à son élimination. Je peux pas croire qu'ils vont la laisser en vie durant toute la saison. Ce serait incroyable qu'elle survive jusqu'à la fin. Mais elle a quand même été présente dans le premier épisode. Donc,
J'ai l'impression qu'elle va quand même pouvoir créer des choses. Mais il manque un gros pan de sa stratégie que malheureusement elle ne peut pas utiliser là. Est-ce que ça fonctionnerait? Là, c'est une autre question. Peut-être que sa séduction ne fonctionnerait pas avec le cast qui est là présentement. Mais on l'a vu quand même qu'elle l'utilise un peu avec Rob quand elle a fait son alliance. Fait comme, tu veux, tu sais, c'est comme le prom night, le bal définissant, tu vas-tu m'emmener ici, ça reste quand même un peu flirty, mais pas comme elle le faisait dans le passé. C'est-à-dire, c'est flirty drôle et non pas flirty genre vraiment flirty comme elle l'a déjà fait avec James entre autres ou des gens comme ça, de vraiment se coller à eux et de vraiment les faire sentir comme oh, je suis important pour elle. Donc, elle s'adapte, ça va l'aider. Je pense qu'elle a réussi à tempérer la cible qu'il y avait dans son dos en partant. Là, et la question est de savoir, OK, où c'est qu'elle s'en va avec ça. Fait que, mais le fait qu'il manque le flirt, ça peut être dangereux pour elle. Et finalement, l'autre chose, ça a été le gros confessionnal. Ça m'a popé un peu dans la face. Et on l'a vécu un peu avec Chris, il y a 2 saisons. Le confessionnal de Tyson sur l'histoire comme de quoi qu'il a avec l'argent, ça lui a permis d'apporter par rapport à sa famille, qui s'occupe plus de ses enfants, de sa famille maintenant, de ci, de ça. Avec la petite musique émotionnelle en arrière, tout. Ça fait un confessionnal de gagnant, ça. Est-ce que la production mettrait autant l'accent sur cette histoire-là si Tyson ne gagne pas? Peut-être. Peut-être que Tyson va revenir de l'île d'extinction. Ça peut être une possibilité que Tyson va se battre à fond. Peut-être le genre de joueur un peu comme Rick Devon qui va se rendre dans les 4 derniers, va y en manquer un peu, mais va avoir tout donné. Mais ce confessionnal-là, je sais pas, il y a de quoi que je suis comme ah man, ou c'est vraiment ils l'ont lancé de même parce qu'ils veulent induire les gens en erreur. Mais il y a de quoi par rapport à ce confessionnal-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de leur famille. On pense même à Parvati, on pense à Sandra, il y a des gens qui ont fait des allusions, qui ont fait. Mais le confessionnal de Tyson, il y a de quoi par rapport à ça. J'ai hâte de voir comment Tyson va gérer ça. Tyson est un joueur qui peut gagner. Présentement, on n'a pas cette impression-là. Il est en désavantage dans sa tribu. Mais reste quand même que il a réussi à zigzaguer pour se sortir de la merde dans le premier épisode. Il a quand même réussi à rejoindre le reste pour voter Amber out, malgré qu'il était allié avec elle. Tyson peut s'adapter et surtout Tyson, c'est le genre de gars qui peut provoquer des choses. On s'entend, c'est le genre de joueur qui va prendre des risques s'il voit que le risque peut être payant. Tyson n'est pas non plus un joueur de premier plan comme Rob, comme Parvati, mais c'est un joueur qui a quand même joué souvent et qui, des fois, est brouillon, des fois, est extraordinaire. Ça dépend toujours, on dirait, sur quel pied il s'est levé le matin. De quel pied il s'est levé le matin. Mais le confessionnal m'a marqué beaucoup. Je sais pas si vous autres, vous avez eu la même impression que moi, mais son petite affaire de l'argent, je l'ai utilisé pour telle chose. Puis ça a tellement embelli ma vie, pis ci, pis ça. Moi, je vous dirais, minimalement, je pense que ça peut devenir soit un joueur qui a un gros impact dans le jeu, soit un joueur qui revient de l'île d'extinction, soit le joueur qui gagne. Présentement, il y a juste Tyson qui a eu comme ce genre de confessionnal-là qu'on peut dire ouais, il y a des chances qu'il puisse gagner. Les autres, on n'a pas encore senti cette vibe-là. J'ai hâte de voir les. Je vous dirais qu'on peut sentir un peu plus rendu deuxième, troisième épisode. Probablement plus après le troisième épisode, on va être capable de l'analyser et de se dire ok, ça s'enligne dans cette direction-là. Parce que Tyson a eu ce confessionnal-là, mais le reste n'a pas été nécessairement super extraordinaire de son côté. Là. Je veux dire, on l'a pas vu de façon ultra dominante comme on a vu Tony, Rob, Parvati. Mais d'un autre côté, ben, c'est sûr que tout le monde veut voir Rob, Tony, Parvati, Sandra. Fait
ça laisse peu de place à Tyson. Est-ce que Tyson va aller en augmentant dans ses interventions, dans sa façon de jouer? Là, c'est là qu'on va peut-être le voir dans le deuxième, troisième épisode. On a vu quand même 2 joueurs être éliminés. Ça donne un peu plus de place aux autres à respirer. Moi, je pense que ça va peut-être faire un peu comme Big Brother All-Star, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à la fin avec 1 ou 2 joueurs plus faibles. J'ai l'impression qu'on va se retrouver avec quelqu'un comme Michel, Adam. Ça risque d'être des joueurs qui vont peut-être pouvoir zigzaguer jusqu'en finale, mais j'ai l'impression qu'on va quand même avoir un 3e joueur d'importance à côté. Peut-être un joueur comme Michel, entre autres. Michel, je sais pas, j'ai la vibe que Michel va se rendre à la fin. Je me trompe peut-être, mais Michel a peut-être le joueur qui va revenir de l'île d'extinction. À ce moment-là, ça va dépendre vraiment. Je pense que des joueurs qui peuvent revenir facilement, Tyson, Rob, Kim, peuvent être des joueurs qui physiquement peuvent gagner ce genre de compétition-là. Parvati peut le faire aussi, mais je pense que physiquement, elle n'est plus au niveau qu'elle l'a déjà été. Jeremy Collin peut être un homme qui revient de l'île d'extinction aussi s'il se fait éliminer. Évidemment, c'est toujours dans s'ils se font éliminer. Donc, je pense qu'il y a une place pour une personne de l'île d'extinction pour la simple et bonne raison que, rendu dans les 6 derniers, peut-être tu vas vouloir une personne comme ça si tu considères que cette personne-là a plus de chances de gagner. Et tu vas peut-être avoir un joueur, je dirais, moyennement fort. C'est-à-dire un peu plus fort que ce qu'on a vu avec Nathalie, entre autres. Plus fort que des joueurs peut-être comme Denise ou... bon, quel autre? Dans l'état actuel, je dirais Ben, là, mais bon, peut-être comme Wendell. Je vais dire un peu plus comme. Je considère que ça, c'est des joueurs dans la moyenne. Moyennement fort, je dirais que c'est un step de plus. Donc là, à ce moment-là, on met beaucoup plus quelqu'un comme Tyson. Là, j'embarquerais Ben dans cette catégorie-là beaucoup plus. Et Jeremy Collin. Donc, c'est pas des légendes du jeu, mais c'est des joueurs qui ont extrêmement bien joué dans le passé, qui peuvent faire de quoi d'intéressant rendu à la fin. Donc, écoutez, on a fait 1 heure d'épisode, quasiment aussi long que Survivor. Donc, mais je voulais qu'on fasse une grosse analyse. J'avais beaucoup de choses à vous dire par rapport à cet épisode-ci. J'espère que ça vous a plu. Je vais peut-être essayer de faire un récapitulatif quand même des gagnants, comme je vous avais dit. Je vous avais promis, puis que j'ai malheureusement passé tout droit. Mais j'espère que le reste de la saison va être aussi excitante que ce premier épisode, parce qu'on a eu beaucoup de fun. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.